Pendant 77 ans, la vérité sur les expéditions antarctiques de l'amiral Richard E. Byrd en Antarctique est restée enfouie scellée dans les archives militaires et enfermée dans la mémoire d'un seul homme. Aujourd'hui, au seuil de la mort, le dernier survivant a enfin brisé le silence. L'amiral Byrd a déclaré un jour que l'Antarctique était l'endroit le plus précieux et le plus important au monde pour la science. Mais ce qu'il a révélé est bien plus que de la science. C'est un secret capable de réécrire tout ce que nous pensons savoir sur la Terre elle-même. Pourquoi l'opération High Jump a-t-elle été équipée comme une invasion militaire? Qu'est-il arrivé à l'équipe disparue jamais mentionnée dans les journaux officiels? Et qu'est-ce que l'amiral Byrd a admis avoir vu sous la glace sans fin? Voici l'histoire que Robert Johnson a gardée pendant près de 8 décennies, et les raisons pour lesquelles les gouvernements se sont battus pour la garder cachée. La construction d'une légende commence avec un homme dont la vie ressemble à un roman d'aventure. L'amiral Richard Evelyn Byrd Jr. n'était pas un simple nom dans le domaine de l'exploration. Il était l'incarnation de l'ambition américaine. Né en 1888 au sein d'une fière famille de Virginie Byrd, semblait destiné à la grandeur. Dès son entrée aux US Navy, sa carrière s'est transformée en une chaîne d'exploits audacieux et de premières. Ses collègues admirent ses compétences, les commandants font confiance à son jugement et le public l'adore. Avec ses yeux bleus perçants et son charisme naturel, Byrd n'était pas seulement un officier, c'était un symbole, un héros vivant. Sa légende s'est forgée dans les airs. En 1926, il a affirmé être le premier à survoler le pôle Nord, un exploit qui lui a valu la médaille d'honneur du Congrès et l'a rendu célèbre. Il a ensuite battu des records de vol à travers l'Atlantique et au pôle Sud, prouvant qu'aucune frontière n'était trop hostile pour l'ambition humaine. New York lui a rendu hommage en organisant non pas un, mais 3 défilés de téléscripteurs, une reconnaissance si rare qu'elle l'a placé parmi les personnalités les plus célèbres d'Amérique. Mais pour Byrd, ces triomphes n'ont jamais été synonymes de gloire. Chaque expédition a testé les limites de l'endurance, chaque vol a été un pas vers l'inconnu. Là où d'autres voyaient des terres gelées, Byrd voyait des pages vierges, attendant d'être découvertes. Et à chaque fois, il est retourné en Antarctique, attiré par ses secrets, contraint de révéler ce qui se trouve hors de portée des hommes ordinaires. Ce qu'il y a trouvé le hantera pour le reste de sa vie. La première expédition de Byrd en Antarctique en 1928 a été couronnée de succès. L'équipe a installé la Little American Base le long de la plateforme glaciaire de Ross, a réalisé une cartographie aérienne approfondie et a évoqué, avec une certaine saveur, l'énorme potentiel intact du continent. L'expédition suivante en Antarctique en 1933 a été encore plus audacieuse lorsqu'il a décidé de passer 5 mois seul dans une station météorologique isolée, coupée des conditions les plus difficiles de la planète, avec des températures très inférieures à 0, et qu'il a failli perdre la vie à cause d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Le fait d'avoir frôlé la mort ne l'a pas ralenti. Au contraire, elle a aiguisé sa détermination. Mais derrière cette bravade d'explorateur, un individu était conscient que certaines découvertes étaient bien trop importantes ou bien trop dangereuses pour être portées à la connaissance du monde. Des murmures avaient commencé à se faire entendre dans les cercles navals à la fin des années 30, selon lesquels les voyages de Byrd en Antarctique n'avaient pas pour seul but de cartographier les glaces et d'étudier la météo. Il semblait y avoir d'étranges formations d'anomalies de navigation et de merveilles géologiques qui ne pouvaient tout simplement pas avoir d'explication sensée. Aucun de ces éléments n'a fait l'objet d'un communiqué de presse officiel, mais ils étaient suffisamment intrigants pour attirer l'attention des autorités américaines. Est-ce américain? C'est en 1939, juste avant une nouvelle expédition en Antarctique, que le lieutenant Byrd rencontre Robert Johnson, d'9 ans. Johnson, un Sea Scout de San Diego, pensait offrir ses services pour ce qui devait être une simple expédition scientifique. La réunion se tient dans une installation navale à Norfolk, en Virginie. Johnson s'attendait à ce qu'on lui pose des questions sur son expérience de la navigation ou ses connaissances techniques.
Byrd la regardait et a commencé à poser des questions étranges. Pouvait-il garder un secret? Était-il absolument loyal envers les États-Unis? Dans cette pièce faiblement éclairée, Johnson a senti qu'il se passait quelque chose de plus qu'un simple voyage en Antarctique. Byrd n'avait pas besoin d'aventuriers bruyants. Il avait besoin d'hommes calmes et fiables qui suivraient les ordres et ne parleraient jamais de ce qu'ils avaient vu. Le calme et la maîtrise de soi de Johnson le distinguent des autres volontaires dont la plupart se vantent de leur gloire passée. Sans se montrer, Byrd le choisit dans le groupe. Ce que Johnson ne savait pas, c'est qu'il s'était engagé sur le chemin qui le mènerait à l'une des expéditions les plus mystérieuses de tous les temps. Il allait être témoin d'événements qu'il ne pourrait jamais divulguer pendant près de 80 ans. À l'époque, il n'était qu'un jeune homme honoré de travailler aux côtés d'une histoire vivante, mais il allait bientôt découvrir que la gloire et la découverte n'étaient qu'une partie de l'histoire de l'Antarctique. Johnson ne le savait pas encore, mais sa loyauté allait faire de lui le témoin d'événements qu'aucun livre d'histoire n'oserait publier. L'échiquier gelé. Pour la plupart des gens, dans les années 1940, l'Antarctique n'était rien d'autre qu'une tache blanche au bas de la carte, une feuille blanche sans fin, n'abritant que des pingouins, des phoques et des vents hurlants. Mais pour les puissances mondiales au bord de la guerre froide, c'était tout autre chose. Un échiquier colossal, où l'enjeu n'était pas seulement la Terre, mais la domination mondiale. Sous cette glace, les scientifiques soupçonnent l'existence de vastes gisements de minéraux de charbon de pétrole, et même d'uranium, qui pourraient alimenter les nations pendant des siècles. Celui qui contrôlerait l'Antarctique ne se contenterait pas de se vanter, il pourrait détenir les clés de l'avenir. Lorsque Robert Johnson y a posé le pied avec l'amiral Byrd, l'Antarctique était devenu le prix silencieux d'une course non déclarée. Plus grand que les États-Unis et le Mexique réunis, il n'a ni gouvernement, ni frontières, ni revendications juridiques reconnues par le monde. Les grandes puissances savaient que cela pouvait changer du jour au lendemain. Il suffirait d'une base permanente, d'un drapeau dans la neige et de quelques mois d'occupation pour faire basculer l'équilibre des forces. L'image publique de l'exploration de l'Antarctique était propre, presque romantique. Des hommes courageux bravant le froid pour le bien de la science. Les journaux publient des photos de marins souriants à côté de pingouins ou de pilotes posant devant leur avion équipé de skis. Mais derrière cela, la propagande était une réalité très différente. Les nations ne se contentaient pas de mesurer la vitesse du vent, elles cartographiaient les pistes d'atterrissage potentielles, repéraient les voies d'approvisionnement et marquaient discrètement les zones riches en ressources. Johnson se souviendra plus tard que même à cette époque, le paysage de l'Antarctique était d'une beauté inouïe. Les boussoles tournaient en cercles paresseux, ne parvenant pas à indiquer le nord. Les signaux radio disparaissaient parfois dans des parasites, avant de revenir, comme si rien ne s'était passé. La glace elle-même était inquiétante. Par endroits, il n'était pas tout à fait d'un blanc pur, il était très légèrement strié et brillait comme une perle captant la lumière. Et il semblait parfois briller de l'intérieur. Ces phénomènes pourraient être expliqués scientifiquement par des interférences magnétiques ou des effets atmosphériques. Mais les autres, comme l'a souligné Johnson, défiaient toute explication. L'un des vols était caractérisé par des aurores australes qui dessinaient des motifs presque délibérément, en contournant des formes qui duraient bien plus longtemps que n'importe quelle lumière ne pourrait le faire dans des limites naturelles. Les anciens qui avaient passé trop de temps sur le terrain marmonnaient parfois que les lumières les observaient. C'est le genre de propos que les officiers découragent, mais qu'ils ne parviennent jamais à éradiquer. Byrd lui-même commentait rarement de telles particularités, du moins pas en public. Mais Johnson a remarqué à quel point l'amiral prêtait attention à chaque fois que de telles bizarreries étaient signalées. Plus d'une fois, Byrd a discrètement modifié un plan de vol ou demandé à une équipe au sol d'inspecter la zone à la recherche de données inhabituelles. Ces détournements n'ont jamais été expliqués, et les journaux de bord officiels différaient parfois de ce que les hommes se rappelaient avoir fait. Le terrain ajoutait à leur sentiment d'inconfort. Se détachant de la glace plate comme des dents déchiquetées,
Les montagnes de l'Antarctique sont nées de la roche nue presque noire, menaçant d'entailler la ligne d'horizon blanche. Certaines pentes étaient totalement dépourvues de neige, révélant une pierre sombre, même à des températures bien inférieures au point de congélation. Selon M. Johnson, il se murmurait que les zones exposées n'étaient pas tout à fait naturelles et qu'elles avaient été formées par un élément situé sous la glace et poussé vers le haut. Un jour, Johnson est parti en voyage d'approvisionnement. Quelque part, il a vu quelque chose qui restera gravé dans sa mémoire pendant des décennies. Une énorme fissure dans la glace trop profonde pour qu'on puisse en voir le fond. L'air chaud jaillissait, se transformait en un froid glacial dans une brume pâle. Il se tenait au bord, sentant une légère vibration presque comme le bourdonnement d'une machine lointaine. Rien dans sa formation ne l'avait préparé à cela. But little did he know that these bizarre readings and strange geological peculiarities and unexplained phenomena were all quietly recorded, classified and sent back to Washington. Pour les hommes présents sur place, c'était déconcertant. Pour les stratèges qui se trouvaient loin d'eux, c'était une énigme et peut-être une opportunité. L'Antarctique n'est plus une simple étendue sauvage gelée. Il s'agissait plutôt d'une zone contestée dans l'ombre de la lutte pour le pouvoir mondial, où la science va de pair avec le secret. Et pour ce jeu, l'amiral Byrd et son équipage étaient des pièces américaines sur l'échiquier mondial. Les lumières étranges et les boussoles cassées ne sont qu'un début. Bientôt, l'US Navy reviendrait avec une force écrasante. Opération High Jump. Au cours de l'hiver 1946, les États-Unis ont lancé ce qui allait devenir la plus grande expédition antarctique de l'histoire. Officiellement, il s'agit de l'opération High Jump, un exercice d'entraînement destiné à tester les hommes et les machines dans des conditions de froid extrême, à cartographier des côtes inexplorées et à pratiquer des opérations de réapprovisionnement en milieu hostile. C'est la version donnée à la presse. Mais pour ceux qui ont vu l'opération de près, l'échelle à elle seule suggère quelque chose qui va bien au-delà de la recherche scientifique. Les chiffres de High Jump étaient stupéfiants. 14 navires, dont un porte-avions et des destroyers 33, avions plus de 400-700 personnes, des chars, des véhicules chenillés et suffisamment d'armes pour équiper une petite force d'invasion. On n'envoie pas une telle puissance de feu juste pour compter les pingouins. Pour les hommes à bord, il s'agissait moins d'un voyage de recherche que de l'ouverture d'une campagne militaire. Une fois de plus, Robert Johnson, âgé d'une vingtaine d'années, a été appelé à servir sous les ordres de l'amiral Byrd. Dès qu'il a posé le pied à bord, il a su que la marche était différente. On sentait que l'endroit avait une qualité disciplinaire presque cassante, comme si tout le monde comprenait que le méfait s'étendait au-delà de la mission. Les ordres étaient catégoriques, les mouvements suivis, et l'équipage semblait respirer avec un empressement tranquille. Il semblait attendre un contact avec quelque chose ou quelqu'un. Les rumeurs ont commencé avant même qu'ils n'arrivent sur la glace. Depuis la fin de la guerre, des rumeurs circulent sur les activités des nazis en Antarctique. Des navires allemands auraient glissé vers le sud au cours des derniers mois de 1945 en direction d'une base cachée dans la nature. Les rapports des services de renseignement parlent d'oasis géothermiques en pleine mer et de chaleur dans la glace qui pourraient abriter des installations entières. Johnson ne sait pas ce qu'il faut croire, ni qui il faut croire, mais il sait que la marine ne prend pas de risques. Une fois la flotte établie dans les eaux de l'Antarctique, l'activité de la mission s'est déroulée en 2 temps. Il y avait d'abord les activités publiques et enregistrées, telles que les missions de cartographie et les études météorologiques, puis quelques opérations de nature plus discrètes. Certaines de ces missions ont été confiées en personne par des officiers supérieurs sans passer par les canaux de communication habituels. Johnson a remarqué que certains avions décollaient pour des missions inexpliquées, non prévues dans le plan de vol de la journée, et revenaient des heures plus tard avec des équipages qui ne confirmaient ni n'infirmaient ce qui avait été observé. Au milieu de l'expédition, l'unité de Johnson a reçu l'instruction de se déployer pour soutenir l'équipe au sol qui se dirigeait vers la région montagneuse marquée par l'instabilité dans les études précédentes. La neige a fondu en formant des motifs distincts, presque réguliers.
On avait l'impression que quelque chose sous la surface dégageait de la chaleur. Johnson n'a jamais oublié ce moment où les hommes ont chargé leur équipement. Ils n'avaient pas vraiment peur, se souvient-il, mais ils étaient conscients qu'ils se lançaient dans l'inconnu. L'équipe n'est jamais revenue. Officiellement, ils ont disparu à la suite de l'effondrement d'une crevasse, alors que les conditions météorologiques se dégradaient. Mais Johnson savait que le temps était clair ce jour-là. L'histoire ne correspond pas à ce que les personnes sur le terrain ont vu, ou plutôt au peu qu'elles ont été autorisées à voir. Presque immédiatement après, l'ambiance sur les navires a changé. Les rapports se multiplient et toutes les zones, à l'exception de certaines, sont interdites d'accès sans explication. Puis, comme s'il s'agissait d'une surprise, l'opération High Jump s'est terminée. Ce qui devait être une mission de 6 à 8 mois n'a guère duré plus de 8 semaines. Des conditions météorologiques extrêmes et l'épuisement des ressources ont été les explications publiques. Mais février est le cœur de l'été en Antarctique, précisément le type de conditions dans lesquelles l'exercice devait se dérouler. Avant le dernier retrait, Johnson avait recueilli des bribes de conversation où les officiers parlaient à voix basse, avec des mots comme engagement contact et hostilité. Byrd semblait avoir changé. Il était plus silencieux, plus lourd comme alourdi. Johnson se souviendra plus tard d'une nuit en particulier. L'amiral lui avait bloqué le passage dans un couloir faiblement éclairé et lui avait dit tranquillement « Nous avons vu quelque chose. Là-bas, nous n'étions pas censés le faire. Cette perte n'est qu'un mystère. Ce que Byrd a vu lors d'un autre vol restera caché pendant des décennies. Les 3 heures manquantes. Il existe une étrange lacune dans les archives de l'opération High Jump, une lacune qui hante les historiens, les théoriciens de la conspiration et même quelques vétérans survivants depuis des décennies. Il ne s'agissait pas d'une journée manquante, ni même d'une demi-journée. Il manquait exactement 3 heures. 3 heures durant lesquelles l'explorateur polaire le plus décoré de l'histoire, l'amiral Richard E. Byrd, a disparu des contacts radio au cours d'un vol de routine. L'explication officielle n'est pas très convaincante. Les registres de ce jour-là indiquent le décollage et le retour de l'avion, mais au milieu se trouve un espace vide et silencieux. Pendant 3 heures, il n'y a eu aucune nouvelle de Byrd, aucune mise à jour de sa position, aucune télémétrie. C'était comme si l'avion avait été entièrement englouti par le désert blanc. Pendant des années, cet espace vide n'a été qu'une curiosité. Puis un document a commencé à circuler, ce que certains prétendent être le journal intime de Byrd. L'amiral y décrit le survol d'une vallée verdoyante, dont les pentes sont couvertes de forêts et où serpentent des rivières. En Antarctique, en plein été certes, mais un endroit où il ne devrait pas y avoir d'arbres, pas d'eau courante, pas de signe de chaleur. C'est un extrait de son journal. Tous ces instruments criaient les aiguilles de la boussole, tournaient les gyroscopes, s'éteignaient. Le soleil n'était plus visible, et c'est alors qu'il a découvert un mouvement en dessous, des créatures énormes, à la fourrure hirsute et aux défenses profondément incurvées, comme si elles venaient de l'ère glaciaire. Des mammouths. Son altitude est ramenée à 1000 pieds, pour mieux voir, mais la suite est plus insolite. Devant lui s'étendait une ville impossible, brillante, de ce qui semblait être des structures cristallines et de la lumière arc-en-ciel. Ensuite, il y a eu les véhicules aériens, des engins élégants en forme de disque qui glissaient à des vitesses insensées à ses côtés, au lieu des avions à hélice de 1940. Ils portaient des marques étranges. Certains ont dit qu'il s'agissait de croix gammées, d'autres ont dit qu'il s'agissait de symboles inconnus. Quoi qu'il en soit, ils ont manœuvré avec une précision qu'aucun avion de son époque n'aurait pu égaler. D'après le journal, ce n'est pas sa propre voix qui a été entendue à la radio, ni celle du porte-avions. Elle parlait en anglais, mais avec un accent apparemment différent. « Ne craignez rien, ordonna-t-il. Suivez-nous et préparez-vous à atterrir. » Il lutta contre elle, mais son avion ne répondait plus. Le navire est descendu tout seul vers la ville remplie de lumières scintillantes. La partie suivante du journal est celle qui brouille la frontière entre l'histoire et la légende. Byrd déclare qu'il a été accueilli par des hommes grands, blonds et pâles,
qui l'ont conduit dans un hall au mur de cristal. Là, le maître l'aurait mis en garde contre la voix menaçante de l'humanité, après avoir bombardé Hiroshima et Nagasaki. L'avertissement était d'arrêter ou d'être détruit lorsqu'il serait trop tard. Le journal a été supprimé parce qu'il avait été inventé. Rien ne prouve qu'il ait été écrit de la main de Byrd, et son style tend à devenir théâtral. Mais des bribes de ce qui a été dit dans le récit trouvent une congruence avec ce que Robert Johnson dira plus tard, sans jamais mentionner des choses comme des vallées luxuriantes ou des villes de cristal. Johnson se souvient de Byrd revenant d'un vol complètement secoué, refusant de dire quelle était sa trajectoire de vol exacte. Il se souvient que ce même jour, il a été mis à l'écart pour un détail de sécurité supplémentaire autour d'une zone de la glace marquée comme restreinte, et il a reconnu les chuchotements d'un endroit interdit que Byrd avait visité et qui ne figurait sur aucune carte officielle. Les missions non enregistrées de Johnson révéleront des structures qui n'étaient pas censées exister, des structures que quelqu'un a détruites en l'espace de quelques jours. La mission dans la mission. Peu de temps après le vol inexpliqué de 3 heures de l'amiral Byrd, Robert Johnson reçoit des ordres comme il n'en avait jamais reçus auparavant. Ces ordres ne sont pas passés par la chaîne de commandement normale. Il n'y avait pas de trace écrite, pas d'inscription sur la feuille d'affectation quotidienne. Au lieu de cela, un officier les a remis face à face, avec un ton sec et des yeux qui ne laissaient rien transparaître. Johnson et une poignée d'autres, pas plus de 2 douzaines d'hommes, devaient se préparer à un déploiement rapide par voie aérienne. Leur destination avait fait l'objet d'une étude préalable, a déclaré l'officier, mais les coordonnées n'avaient aucun sens. L'endroit ne figurait sur aucune carte que Johnson avait vue. L'avion les a emmenés loin à l'intérieur des terres, loin de la base de Little America et loin des opérations côtières qui ont dominé la plupart des activités officielles de high jump. Vu d'en haut, le paysage était la même étendue blanche ininterrompue qu'ils voyaient depuis des semaines, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Alors qu'ils approchaient du point de chute, Johnson remarqua quelque chose d'inhabituel. Une énorme crête de glace qui ne scintillait pas sous le soleil comme la neige normale. Sa surface était terne, presque métallique dans son éclat. Lorsqu'ils se sont tous posés quelque part, ils ont vraiment senti à quel point tout était différent sur ce continent. Ici, il faisait nettement plus chaud, pas tout à fait chaud, mais suffisamment pour que leur souffle ne se fige pas immédiatement devant leur bouche. Le plus étrange, cependant, était la faible vibration dans l'air, si faible qu'il était à la limite de l'imperceptible mais suffisamment régulier pour que les hommes échangent un regard. Plus tard, Johnson l'a décrit comme semblable à un ronronnement de machines lointaines se déplaçant dans le sol plutôt que dans l'air. Au bas de la crête, ils trouvent que la source de leurs ordres, une longue et étroite fissure dans la glace aux extrémités parfaitement nettes, comme coupées par une immense lame. Autour d'elle, la neige avait fondu en lignes droites et géométriques, irrégularités aléatoires de la fonte naturelle. À l'intérieur, cependant, la fissure s'ouvrait sur un tunnel. Ce n'était ni de la glace pure, ni de la roche. C'était quelque chose d'intermédiaire, un matériau lisse et incurvé, qui semblait aussi ancien qu'il avait été conçu. Des ordres simples, en fait. Enquêter, mais ne pas entrer. Cette règle a duré moins de 10 minutes. C'est peut-être la curiosité qui a poussé l'un des officiers, ou bien il s'est dit que son grade lui donnait le droit de le faire. Quoi qu'il en soit, il attache la corde de sécurité à son harnais et se glisse dans l'ouverture. Les hommes, à l'extérieur, ont attendu les minutes s'étirant dans un silence inquiétant jusqu'à ce que la corde se relâche. Aucun signal, aucun mouvement. L'homme a disparu. Un autre officier s'est porté volontaire pour le suivre, attachant fermement le filin de sécurité à sa taille. Il a glissé dans la fissure, et pendant un moment, tout a semblé normal, jusqu'à ce que la ligne se tende, puis tremble violemment. Ils l'ont remonté et ont constaté qu'il était conscient, mais qu'il ne réagissait pas du tout. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur le vide, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, mais immobiles. Il n'a plus jamais prononcé un seul mot, jusqu'à la fin de sa vie. Cela a suffi aux généraux. Le problème a été le retrait immédiat de l'équipe. Ils se sont remis à bord de l'avion sans collecter d'échantillons, sans prendre de mesures. Les questions de Johnson
lui ont valu un long et dur regard et un silence qui signifiait qu'il ferait mieux de ne pas les poser à nouveau. Pourtant, ce que Johnson a gardé ensuite était encore plus troublant. La preuve que quelqu'un était là bien avant nous, les dossiers perdus et le silence fabriqué. Lorsque l'opération High Jump se termine brutalement en février 1947, des mois avant la date prévue, ce ne sont pas seulement les navires et les avions qui quittent l'Antarctique. Quelque chose d'autre a disparu, les traces écrites. Dans les semaines qui ont suivi, des rapports qui auraient dû être archivés ne sont tout simplement jamais arrivés à destination. Les carnets de vol étaient incomplets ou totalement absents. Des photographies de reconnaissance ont disparu en cours de route. Même les listes de personnel pour certaines missions sont revenues modifiées, avec des noms entiers, discrètement supprimés, comme si ces hommes n'avaient jamais mis les pieds sur la glace. Robert Johnson n'a réalisé l'ampleur de la purge que des années plus tard, mais même à l'époque, il pouvait sentir l'effort délibéré pour fermer le rideau. L'air à bord des navires a changé. Les conversations étaient plus courtes. Les regards étaient plus prudents. Les discussions normales qui animaient les messes après une mission ont été remplacées par des silences ou des changements soudains de sujet lorsque la mauvaise personne entrait dans la salle. L'explication donnée par tout le monde au port était aussi sèche et peu convaincante qu'elle pouvait l'être. Des conditions météorologiques difficiles, souffrances logistiques, mission terminée. Personne n'a cherché à savoir pourquoi une opération prévue pour durer entre 6 et 8 mois devait soudainement se terminer et partir après seulement un peu plus de 8 semaines pendant la meilleure période de l'année pour les méfaits de l'Antarctique. L'amiral Byrd tient une dernière conférence de presse en Amérique du Sud et disparaît pendant des mois. Il y lance un avertissement inhabituel. Les États-Unis pourraient voir apparaître un nouvel ennemi capable de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Le jour où cette remarque a été faite, elle a fait la une des journaux puis a été discrètement enterrée. Johnson notera plus tard que c'était la dernière fois que Byrd prononçait une phrase aussi provocante en public. Par la suite, il n'a plus parlé que de sujets sans danger comme la météo et la construction de la base. En tirant le rideau, les opérations de nettoyage se sont révélées décevantes. Johnson se souvient d'avoir vu des photographies prises lors de descentes aériennes claires, montrant des formes géométriques massives gravées dans la glace, comme le sommet de structures enterrées. Certaines photos montraient même ce qui ressemblait à des portes encastrées dans des murs de glace à pic. Ces photos ont été classées confidentielles et mises sous clé. Quelques mois plus tard, elles avaient tout simplement disparu. Il ne s'agissait pas seulement de photos. Les documents écrits concernant les terrains anormaux ont été détruits ou sont restés confidentiels pendant une période indéterminée. Les rapports d'incidents complets comprenant des équipes disparues dans des zones escarpées ont été retirés des archives de la marine. Johnson a même eu connaissance d'un officier qui a tenté de conserver des copies personnelles de certains documents. L'homme a été licencié en silence et escorté jusqu'à la sortie sans même avoir pu faire ses valises. En 1959, alors que le saut en hauteur remonte à un peu plus d'une décennie, le traité de l'Antarctique est signé. En théorie, il s'agit d'un formidable exemple de coopération internationale qui fait du continent une université pacifique pour la recherche scientifique tout en interdisant les avancées militaires et l'exploitation des ressources. Pour Johnson, il s'agissait d'autre chose d'un verrou sur la dernière porte menant à la vérité. Ils n'ont pas signé cela pour protéger les pingouins, remarquait-il. Ils l'ont signé pour s'assurer que personne d'autre n'aille le chercher là où nous étions. Pour M. Johnson, le plus étrange est que le traité est tenu bon. Dans un monde où les pays se disputent chaque pouce de territoire, ils se sont tous mis d'accord pour ne pas toucher à l'Antarctique. Des décennies se sont écoulées sans qu'aucune violation sérieuse n'ait été commise. Pour lui, ce type d'unité n'était pas naturel compte tenu de la richesse des ressources et de la valeur stratégique de cet endroit. Johnson gardera le silence pendant 78 ans, jusqu'à ce que la vieillesse le convainque que la vérité compte plus que les ordres. Le dernier homme parle. Lorsque Robert Johnson atteint son 99 et anniversaire, il est plus qu'un simple vétéran. Il est le dernier survivant de l'expédition la plus controversée de l'amiral Byrd. Tous ceux qui avaient participé à l'expédition
avaient disparu. Les histoires, les avertissements, les incidents inexpliqués ne vivent que dans sa mémoire. Pendant des décennies, il a obéi à la règle tacite ne pas parler. Mais aujourd'hui, alors qu'il n'a plus personne à faire taire, ni de carrière à protéger, il décide qu'il est temps. Il a accepté une seule interview enregistrée, menée tranquillement dans sa maison de Virginie, par un petit groupe de recherche historique. Il n'y avait pas de journaliste, pas de lumière vive, pas de cadrage sensationnel, juste une caméra, un microphone et un homme qui avait porté un secret pendant 78 ans. Sa voix était fatiguée, mais stable. Ses yeux étaient clairs. « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit », a-t-il commencé. « Je suis ici pour laisser la vérité derrière moi. » C'est à peu près tout ce qu'il y avait dans le témoignage de Johnson, le spectacle sauvage rempli d'extraterrestres que les sites conspirationnistes espéraient. Au contraire, il s'agissait d'un discours bien ancré, détaillé, et peut-être à cause de cela plus troublant. Il a parlé de ce à quoi ressemblerait une mission au sein d'une mission de la crête bourdonnante de la fissure menant à des tunnels techniques, et de deux hommes perdus l'un pour toujours l'autre dans un silence vivant. Il a ensuite raconté comment quelques jours plus tard, sous prétexte d'un test, tout le site a été rayé de la surface, bombardé vraiment. Il a ensuite évoqué une autre mission qui l'a encore plus troublé. En tant que membre d'un petit groupe de sécurité en fin d'opération, il avait reçu l'ordre de garder ce qu'on lui avait dit être une ancienne station météorologique enfouie dans la glace. Mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, les cabanes en métal écrasé qu'il avait imaginé. Au lieu de cela, il a découvert un escalier parfaitement taillé qui descendait dans le glacier lui-même. Les marches étaient lisses, uniformes et en béton. « Je sais reconnaître le béton quand je le vois », a-t-il déclaré sans ambages, et ce n'est certainement pas une équipe de recherche de l'Antarctique qui l'a construit. Ils sont restés aux aguets pendant 2 nuits. Le matin du 3e jour, un officier est arrivé, a pris des photos et a tenté de descendre. Mais il n'est pas allé bien loin. Le lendemain, il est parti, a été réformé, est rentré immédiatement chez lui par avion et n'a plus jamais donné de nouvelles. Ces photos n'ont jamais été retrouvées dans les archives. L'autre souvenir est celui de la nuit où l'amiral Byrd est entré dans la tente des communications, le visage pâle, les mains tremblantes. Il refusait d'enregistrer la trajectoire de vol qu'il venait d'effectuer. « Vous étiez là », dit Byrd à Johnson à voix basse. « Vous savez ce que nous avons vu. Ne l'oubliez jamais. » Puis l'amiral est parti, laissant ces mots en suspens dans l'air froid. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que ce qu'ils avaient trouvé était extraterrestre, Johnson a hésité avant de marmonner « Je ne sais pas », comme s'il espérait que cela rendait la chose moins réelle. Il pourrait s'agir de quelque chose d'ancien. Peut-être ne l'avons-nous pas construit. Peut-être l'avons-nous simplement trouvé. Mais ce n'était pas naturel et ce n'était pas le nôtre. Avant de mourir, Robert Johnson a laissé au monde un avertissement. Ce que nous ignorons de l'Antarctique est bien plus important que ce que nous savons. Pensez-vous que la vérité a enfin été révélée ou que d'autres choses sont enfouies sous la glace? Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres enquêtes approfondies. Et regardez la vidéo sur votre écran pour découvrir une autre histoire que les gouvernements souhaiteraient ne jamais entendre. Quand l'histoire reprend ses droits. L'onde de choc de la découverte de 2025.